La taxe d'aménagement que j'ai vue dans la précédente vidéo, qui a été créée en 2010, a eu pour effet la suppression de certaines participations, mais elle ne les a pas supprimées toutes. Il reste des participations qui peuvent être demandées à celui qui demande une autorisation d'urbanisme. Donc là encore, hein, je vous rappelle, la participation est subordonnée à une action du propriétaire qui demande une autorisation d'urbanisme. S'il ne demande rien, il ne paye rien. Je vais donc voir dans cette section 2 les participations des constructeurs et des lotisseurs. Le législateur veille, c'est dans le Code de l'urbanisme, veille à ce que lors d'une construction, la commune n'exige pas du constructeur le paiement de sommes indues. Donc l'article L332-6 du Code de l'urbanisme énumère donc de façon limitative les sommes, les participations qui peuvent être demandées aux bénéficiaires d'une autorisation d'urbanisme. Il y a donc la taxe d'aménagement, que j'ai vue dans la précédente vidéo, prévue à l'article L331-1, désormais d'ailleurs codifiée dans le Code général des impôts. Je n'ai peut-être pas été assez précis là-dessus. Les dispositions n'ont pas changé, mais elles sont dans le Code général des impôts. La contribution aux dépenses d'équipement public exceptionnel, qui est mentionnée à l'article L332-6-1-2-C, que je vais voir maintenant. La réalisation des équipements propres, mentionné à l'article L332-15, que je vais voir également. Le versement pour sous-densité, qui était prévu à l'article L331-36 et L331-38, mais qui a été supprimé. Son objectif était d'éviter l'artificialisation des sols de manière insuffisante. Vous voyez, le fait de ne pas densifier les constructions. C'est le législateur qui avait prévu cette taxe, je crois que c'était la loi Duflot, mais les communes ne s'en sont pas emparées, comme on dit. Il y avait eu très peu de création, donc ça a été supprimé. Le versement de la redevance d'archéologie préventive, que je ne verrai pas ici parce que ça relève de la législation du patrimoine. Et, et donc, l'article L332-30 indique que les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation de ces dispositions, qui donnent la liste limitative, sont réputées sans cause. Donc les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. Le constructeur qui aura payé ces sommes indûment pourra les réclamer et en obtenir la restitution. L'action doit être introduite dans les 5 ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Je le précise d'ailleurs euh, au préalable, hein, c'est une stratégie assez courante. Une personne demande un permis de construire. Pour être sûr de l'obtenir, donc le maire subordonne l'attribution du permis de construire à une participation, à une des participations que je vais voir maintenant. Le pétitionnaire la paye, il obtient le permis. Elle est demandée à l'occasion de la délivrance du permis. Elle ne peut pas être demandée après. Mais une fois qu'il l'a obtenu, une fois qu'il a obtenu le permis, il attaque le permis en tant qu'une participation pour équipement public exceptionnel ou équipement propre lui a été réclamé. Et il obtiendra restitution si ces participations n'étaient pas fondées, tout en conservant le permis de construire, bien sûr. Donc la commune doit faire attention. Alors, je vois donc la première de ces participations maintenues. Paragraphe premier, la participation pour équipement propre. Elle est prévue à l'article L332-15. L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir, c'est-à-dire le plus souvent le maire, exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci, celui qui a demandé le permis, la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement. Notamment, ça veut dire que ce n'est pas exhaustif, en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz, électricité, les réseaux de télécommunications, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeu et les espaces plantés. Vous voyez, la participation pour équipement propre que je vais voir maintenant, qui est prévue à l'article L332-15, peut notamment financer tous ces équipements. Je vais d'ailleurs donner des arrêts qui évoquent des équipements qui ne sont pas dans cette liste, qui n'est pas exhaustive, à la condition cependant que l'équipement soit propre
à celui qui demande le permis. Cette condition étant plus souple lorsqu'il s'agit d'un permis d'aménager, c'est-à-dire construction d'un lotissement de 30 lots, donc l'équipement sert aux 30 lots, que quand il s'agit d'un permis de construire demandé par un particulier qui veut construire une maison. La commune ne pourra lui exiger de payer l'équipement que s'il est propre, utile seulement à cette construction. C'est la condition essentielle. Il y a une précision de distance dans cet article L332-15. L'autorisation peut également, c'est-à-dire le permis, l'autorisation d'urbanisme peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement au réseau d'eau ou d'électricité, empruntant en tout ou partie des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas 100 mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, sinon ce n'est pas un équipement propre, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. Donc, vous voyez, quand il s'agit de la construction d'un réseau d'eau ou d'électricité, si le réseau, l'extension est de moins de 100 mètres, c'est un équipement propre que le pétitionnaire peut prendre en charge. Le maire, je vais le voir d'ailleurs, ne pourrait pas refuser le permis de construire en disant vous n'êtes pas desservi si il suffit de faire une canalisation de 100 mètres que le propriétaire, que le pétitionnaire est prêt à prendre en charge. C'est un équipement propre. Au-delà, le maire doit refuser le permis. En revanche, quand il ne s'agit pas d'un équipement d'eau ou d'électricité, il n'y a pas cette distance de 100 mètres. Alors, la condition essentielle pour que cette participation pour équipement propre puisse être exigée, c'est, encore une fois, que l'équipement ne bénéficie qu'à celui qui demande le permis. Cour administrative d'appel de Nantes, 13 février 2015, numéro 13 NT 01408. Donc, dans cette affaire, le maire de Béton a accordé une autorisation, un permis d'aménager un lotissement de 9 lots, une autorisation de lotir, comme on disait à l'époque, et il a demandé une participation donc, au lotisseur de 15 000 € correspondant à des travaux d'extension du réseau, du réseau d'eau, pour la desserte du lotissement, notamment la pose d'un poteau d'incendie, permettant donc que les pompiers l'utilisent s'il y a incendie. La Cour administrative d'appel constate que ce poteau d'incendie ne bénéficiait pas uniquement au lotissement. Eh bien, il ne s'agissait pas d'un équipement propre. Il ne pouvait pas être mis à la charge du lotisseur. Exemple classique, Cour administrative d'appel de Marseille, 2 mars 2015, numéro 13 MA 01210. Le maire ne peut pas imposer à celui qui demande un permis de financer des travaux d'élargissement d'une voie publique. Bah oui, puisque la voie publique est ouverte à la circulation générale, donc elle ne bénéficie pas qu'à celui qui demande le permis, même si, par exemple, c'est une entreprise qui va passer avec des camions et qui va faire un usage qui n'est plus l'usage courant de la voie. La voie est ouverte à la circulation générale. La participation pour élargir la voie ne peut pas être fondée sur la notion d'équipement propre. Peut-être d'équipement public exceptionnel, ça c'est ce que je verrai après, mais pas d'équipement propre. Je le disais, donc une extension du réseau électrique ou d'eau de moins de 100 mètres peut être qualifiée d'équipement propre. Cour administrative d'appel de Douai, 15 janvier 2015, numéro 13 DA 01 448. Le maire de Carvin a refusé un permis de construire en se fondant sur l'article L111-4, en vertu duquel le maire doit refuser le permis si le projet n'est pas desservi par les réseaux et n'est pas en mesure de dire quand il le sera. Je ne sais pas si c'est encore l'article L111-4 d'ailleurs, il faudra vérifier. Il y a eu, je vous rappelle, un changement de numérotation. Mais en l'occurrence, la desserte de la parcelle en matière d'eau, en matière électrique, nécessite une extension du réseau de 35 mètres. Nous sommes en dessous des 100 mètres exigés par l'article L332-15. Donc, le maire ne pouvait pas refuser le permis en indiquant que le terrain n'était pas desservi par les réseaux, notamment le réseau électrique, si, dès lors
que l'extension est de moins de 100 mètres, elle pouvait être prise en charge par le pétitionnaire au titre des équipements propres. Donc, vous voyez, quand on est en présence d'une extension du réseau électrique ou d'eau de moins de 100 mètres, le maire ne doit pas refuser le permis si le pétitionnaire, bien sûr, est prêt à prendre en charge le financement du réseau de moins de 100 mètres. Si c'est au-dessus de 100 mètres, je vais voir après une jurisprudence, c'est que même si le propriétaire était prêt à prendre en charge la participation, le maire doit refuser le permis. Les exemples sont abondants. Hein. Cour administrative d'appel de Nantes, 2 mai 2014, numéro 13 NT 00181. Le maire de Saint-Pierre-du-Frêne délivre un certificat d'urbanisme négatif indiquant donc que le projet n'est pas réalisable parce qu'il n'est pas desservi par les réseaux, parce que selon lui, il faut une extension du réseau électrique de 145 mètres. Ah oui, donc, si c'était 145 mètres, c'est trop, c'est plus de 100 mètres. Mais le juge constate que l'extension nécessaire est inférieure à 80 mètres, donc inférieure à 100 mètres. Le maire devait indiquer que le projet était réalisable, à condition, bien sûr, que le pétitionnaire soit prêt à prendre en charge cette extension de 80 mètres ou un peu moins. Autre exemple, Cour administrative d'appel de Marseille, 8 février 2014, numéro 12 MA 01 028. Donc, dans cette affaire, le maire a exigé d'un lotisseur, quelqu'un qui demande un permis d'aménager pour construire plusieurs lots dans un lotissement, qu'il finance des filets qui doivent protéger donc, les constructions contre des risques de chute de pierres. Eh bien, la Cour administrative d'appel juge que d'abord c'est un équipement propre. Vous voyez, il ne figure pas dans la liste des équipements propres visés à l'article L332-15, mais cette liste utilise le mot notamment, donc ce n'est pas exhaustif. Et le Conseil de la Cour administrative d'appel estime que, effectivement, cette protection vise uniquement à protéger les habitants du lotissement. C'est donc un équipement qui peut être financé par le lotisseur. Conseil d'État 24 avril 2012, numéro 340 954, une canalisation peut être un équipement propre, alors même qu'elle ne dessert pas un lotissement, mais permet d'éviter qu'il ne soit inondé. Vous voyez, le maire de Pujot, PUJAUT, a délivré un permis autorisant, non c'est Pujot qui me fait, a délivré un permis donc autorisant, je ne pense pas à la signe Camille Pujot, hein, mais autorisant la réalisation d'un lotissement. Et pour éviter qu'il ne soit inondé, le maire exige la réalisation d'une canalisation qui permettra l'écoulement des eaux pluviales. Et il exige donc une participation du lotisseur. Eh bien, la Cour administrative, le Conseil d'État, dans cet arrêt du 24 avril 2012, indique que cette participation peut être exigée, même si ce n'est pas, ça ne dessert pas le lotissement, mais ça évite que le lotissement soit inondé. C'est un équipement propre. Si le maire a exigé une participation en se fondant sur la notion d'équipement propre à tort, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour financer par exemple l'élargissement d'une voie publique qui n'est pas un équipement propre puisqu'il est ouverte à la circulation générale, il pourra devant le juge substituer cette motivation et soutenir que c'est un équipement public exceptionnel. Et si là les conditions sont réunies, eh bien la participation sera légale. Encore faut-il que l'équipement puisse être qualifié d'exceptionnel. Et je vous le disais tout à l'heure, hein, arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 15 mars 2022, numéro 21 MA 00393, le maire doit refuser le permis si le projet nécessite une extension du réseau d'électricité ou d'eau supérieure à 100 mètres, même si le pétitionnaire est prêt à prendre en charge cette extension.
Alors, sur ce point, sur cette histoire de 100 mètres pour le réseau électrique, il y a une réponse ministérielle à une question d'un parlementaire, c'est la question numéro 07 28 22 de M. Hervé Gillet. La réponse du ministère de la Transition écologique qui a été publiée au journal officiel du Sénat du 4 janvier 2024, page 31. Voilà ce que dit le parlementaire. Il dit, voilà, le Parlement a voté une loi l'an dernier qui doit permettre, selon le ministre de la Transition écologique, de faire payer aux pétitionnaires toute extension du réseau électrique, même si elle excède 100 mètres. C'est la loi du 10 mars 2023 qui vise à renforcer, à développer les énergies renouvelables. Mais l'article L332-15 qui pose cette limite de 100 mètres n'a pas été modifié. Donc moi, en l'état, je ne sais pas si une réponse ministérielle peut modifier un article de loi à suivre. Deuxièmement, paragraphe 2, participation pour réalisation d'équipements publics exceptionnels. C'est la deuxième participation donc, qui a été maintenue. C'est l'article L332-8. Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricoles, artisanales ou commerciales, qui par sa nature, sa situation, son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. Euh, donc là encore, hein, cette participation ne peut être exigée que lorsque un établissement industriel, artisanal, agricole demande une autorisation de construire, un permis de construire. Vous voyez, par exemple, Cour administrative d'appel de Nantes, 13 février 2015, numéro 13 NT 03 270. Un aménageur sollicite un permis de construire pour construire 100 logements meublés au titre d'une résidence de tourisme qui va être répartie en hameaux et 31 villas. Bah, c'est un établissement industriel au sens de cet article. Le maire peut exiger de lui une participation exceptionnelle, par exemple, pour renforcer la voie publique. Il passait 3 voitures dans la journée, et là, maintenant, il va y avoir 100 logements, il va passer des dizaines de voitures. Peut-être que la voie n'est plus adaptée. Une porcherie peut être qualifiée d'établissement industriel agricole. Enfin, donc le maire, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 décembre 2010, numéro 10 BX 00504, le maire de Saint-Alpinien pouvait donc demander à l'éleveur de porc de financer l'élargissement de la voie. Il s'agit d'un équipement exceptionnel par rapport à la voie existante. Il s'agit d'une voie communale qui jusqu'ici ne desservait que la porcherie et quelques habitations d'un hameau. Et du fait de la construction de cet élevage industriel, qui va dégrader la voie, il y a des camions qui vont passer régulièrement, bah, la voie n'est plus adaptée. Le maire pouvait exiger de l'éleveur une participation pour renforcer la voie. C'est un équipement public exceptionnel. Vous voyez, équipement propre, ça n'aurait pas été possible parce que la voie est utilisée par les habitants du hameau. Ce n'est pas un équipement propre. En revanche, l'usage que va en faire l'éleveur, avec des dizaines de camions qui viennent apporter des aliments, charger les porcs, etc., eh bien, implique un renforcement de la voie. C'est une notion qui repose, selon moi, sur la notion d'égalité des citoyens dans les charges publiques. J'ai déjà vu, et vous avez vu en droit administratif, qu'il y a une responsabilité sans faute de la personne publique fondée sur l'égalité des citoyens dans les charges publiques. Quand quelqu'un, une personne, supporte un préjudice pour le bien de la collectivité tout entière, il faut, pour rétablir l'égalité de tous devant les charges publiques, que cette personne qui supporte un préjudice pour le bien de la collectivité tout entière soit indemnisée. Bah, de la même façon, quand une personne demande à la collectivité un service exceptionnel, elle doit en supporter les conséquences. L'éleveur de porc, par son projet, va impliquer le passage de 25 camions, 30 camions toutes les semaines. C'est un usage exceptionnel. Il paye une participation exceptionnelle. Le juge vérifiera bien qu'il s'agit d'un équipement exceptionnel. Vous voyez, par exemple, Cour administrative d'appel de Nantes, 13 février 2015, numéro 13 NT 03 270. Dans cette affaire, c'est le maire d'Oison qui délivre un permis de construire à un poulailler. Il exige une participation de 22 000 euros pour, que doit payer l'éleveur.
au titre d'équipement public exceptionnel pour renforcer la voie. L'agriculteur, comme dans l'exemple, le maire, comme dans l'exemple précédent, estime que bah, cet élevage de volailles va entraîner du passage qui exige donc des passages de poids lourds, qui va exiger donc le renforcer la voie. Mais la Cour administrative constate que l'élevage ne générera pas une circulation supplémentaire importante, usage normal de la voie, et donc le maire a voulu faire payer à l'éleveur des travaux classiques, normaux, de renforcement, d'amélioration de la voirie. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est le contribuable qui paye l'impôt. La différence entre les deux affaires est ténue, hein, mais j'imagine que dans l'affaire de la porcherie, il y avait des dizaines de camions qui allaient passer. Là, c'est un usage exceptionnel, alors que pour le poulailler, bon, il y avait 2 ou 3 camions qui allaient passer par mois, et donc c'est un usage normal qui ne justifiait pas que l'éleveur paye une participation pour renforcer la voirie. La participation doit être demandée à l'occasion de la demande de permis de construire. C'est une condition qui est posée par le Code de l'urbanisme. Mais si le permis de construire est annulé pour une raison qui lui est propre, le maire pourra recalculer la participation et adresser, la fixer et envoyer la somme exigée dans un acte ultérieur. Paragraphe 3, le projet urbain partenarial. Voilà ce que dit l'article L 300, 332-11-3 du Code de l'urbanisme. Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser, délimitées par les PLU, donc ça vise le PLU, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres, parce que dans ce cas-là, on impose la participation pour équipements propres, une convention, un contrat de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de toute ou partie de ces équipements peut être conclu entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et donc la commune qui est compétente en matière de PLU ou le PCI, l'État si on est dans le périmètre d'une opération d'intérêt national. Donc, vous voyez, quel est l'objet de ce projet urbain partenarial? Cette convention qui a été créée, je crois, en 2006, dans ces eaux-là. La collectivité va donc délimiter un périmètre qui fait l'objet du projet urbain partenarial. C'est un périmètre dans lequel il va falloir réaliser des équipements importants. Par le projet urbain partenarial, la collectivité va pouvoir faire préfinancer ces équipements par ceux qui vont construire dans le périmètre. Vous voulez construire, on passe une convention en vertu de laquelle on va vous imposer de payer une partie des équipements publics à réaliser pour viabiliser la zone en proportion de votre projet. Donc, vous voyez, ça ne fait pas concurrence aux équipements propres puisqu'on fait payer aux personnes qui construisent à l'intérieur du périmètre du projet urbain partenarial des équipements qui vont être utiles à tous. La voirie, par exemple. Ça fait naturellement doublon avec la taxe d'aménagement. C'est pour ça que quand j'ai vu la taxe d'aménagement, et je vous ai indiqué, le code indique que la taxe d'aménagement n'est pas exigible de ceux qui, en vertu d'une convention de projet urbain partenarial, doivent participer au financement des travaux. Et puis, le projet urbain partenarial, la personne qui paye une somme au titre du projet urbain partenarial ne peut pas être taxée non plus au titre des équipements publics exceptionnels. Mais l'avantage qui est recherché, c'est que dans le projet urbain partenarial, le lotisseur privé, l'aménageur privé, paye pour financer les travaux. On ne lui demande pas de payer au moment où... Mais il préfinance. Le périmètre donc, du projet est délimité par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'EPCI ou dans le cadre des opérations d'intérêt national que j'ai vu au début de ce cours par arrêté préfectoral. Le périmètre a une durée maximale de 15 ans.
Avant la conclusion de la convention, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d'aménager dans la zone, dans le périmètre, peuvent demander à la commune, compétente en matière de PLU ou le PCI, qu'ils étudient le projet d'aménagement ou de construction et que le projet fasse l'objet d'un débat au sein de l'organe délibérant. L'autorité compétente peut faire droit à cette demande. La demande est assortie d'un dossier comportant la délimitation du périmètre du projet d'aménagement ou de construction, la définition du projet, ainsi que la liste des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre. La convention de projet urbain partenarial ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs, des constructeurs à l'intérieur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre. On ne peut pas leur demander de financer des opérations ailleurs. Euh, la jurisprudence je vous l'ai dit, hein, la convention de projet urbain partenarial exclut que les constructeurs acquittent la taxe d'aménagement, article L332-11-4, qui est maintenant codifié dans le Code général des impôts. La Cour administrative d'appel de Paris a eu l'occasion de préciser le champ d'application du projet urbain partenarial et notamment le contenu de la notion de construction à édifier, qui est utilisée par l'article L332-11-4. Et d'ailleurs, dans cet article L332-11-4, qui indique que la convention de projet urbain partenarial exclut que le constructeur acquitte la taxe d'aménagement, est toujours dans le Code de l'urbanisme. Donc, dans cette affaire jugée par la Cour administrative d'appel de Paris, c'est un arrêt du 6 octobre 2022, numéro 21 PA 06 150, le maire de Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis, s'est opposé à une déclaration préalable portant sur la réhabilitation, la création de volumes et la modification de façade d'un hôtel et d'un commerce. Le maire s'est opposé à la déclaration au motif que le dossier de demande n'était pas accompagné d'un extrait de la convention de projet urbain partenarial, comme l'exige l'article R431-23-2 du Code de l'urbanisme. Lorsque les travaux projetés font l'objet d'une convention de projet urbain partenarial, ou porte sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d'exonération de la taxe d'aménagement. Le tribunal administratif avait jugé cet article inapplicable aux déclarations préalables. La Cour administrative d'appel censure ce raisonnement en s'appuyant sur l'article R 431-36 qui vise aussi les déclarations préalables. Il résulte de cet article qu'un extrait de la convention de projet urbain partenarial doit être joint au dossier de déclaration préalable. La convention de projet urbain partenarial est un contrat administratif soumis au régime de ce contrat, comme différentes affaires l'illustrent. Vous voyez, par exemple, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mars 2021, numéro 19 LY 01 852. Dans cette affaire, donc un constructeur qui construit à l'intérieur d'un projet urbain, d'un périmètre de projet urbain partenarial, a conclu un contrat de projet urbain partenarial avec la commune d'Espeluche dans la Drôme, portant sur la prise en charge financière de travaux d'équipement nécessaires à la réalisation de son projet. Extension du réseau d'eau potable, renforcement du réseau électrique et extension, aménagement d'un plateau traversant sur la route départementale. Le constructeur a ensuite déposé une plainte contre le maire et l'adjoint pour délit de favoritisme, car la commune a fait réaliser ses travaux sans respecter les règles applicables au marché public. Les élus ont d'ailleurs été condamnés. Le propriétaire saisit ensuite le juge administratif pour obtenir l'annulation du contrat de projet urbain partenarial parce qu'il y avait une somme à payer sur le fondement de ce contrat. Eh bien, la Cour administrative d'appel rappelle l'arrêt commune de Béziers qui permet à un tiers ou même ici au co-contractant d'obtenir l'annulation du contrat, au co-contractant, mais en l'espèce, la Cour n'annule pas le contrat parce que le fait que les travaux objets du projet urbain partenarial aient été réalisés irrégulièrement ne prive pas d'objet la convention elle-même, n'a pas d'effet sur la légalité de la convention. De même, les tiers ont intérêt à contester
un projet urbain partenarial sur le fondement de la jurisprudence département du Tarn-et-Garonne, Conseil d'État, 12 mai 2023, numéro 464 062, mentionné dans les tables, 12 mai 2023, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Tout tiers à un contrat peut contester un contrat administratif, etc. etc. Autre précision qui a été apportée récemment, et je terminerai là-dessus, précision qui a été apportée récemment par le Conseil d'État, c'est un arrêt du 8 avril 2024, numéro 472 443, mentionné dans les tables du recueil Lebon. L'aménageur, qui va aménager, construire à l'intérieur d'un périmètre de projet urbain partenarial, a droit à la conclusion d'une convention de projet urbain partenarial. La loi Elan de 2018 a modifié la loi Allure sur ce point et a inséré un article L332-11-3. Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de la dite convention, la commune ou le PCI compétent en matière de PLU fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l'intérieur desquels les propriétaires fonciers, les aménageurs, les constructeurs qui s'y livrent à des opérations participent dans le cadre de conventions à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu'ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu'ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers. En application de cette disposition, donc le conseil municipal de Labarthe-sur-Lèze, Haute-Garonne, a voté une délibération en 2022 délimitant un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs, les constructeurs se livrant à des opérations d'aménagement ou de construction participent, dans le cadre de projets urbains partenarial, à la prise en charge des équipements publics nécessaires à l'aménagement et à la construction de la zone en cause. Le conseil municipal a fixé par la même délibération la liste des équipements, création, réhabilitation de voiries, qui vont bénéficier à l'ensemble de la zone, et les modalités du partage de leurs coûts au prorata de la surface foncière aménagée par chacun des aménageurs. Un aménageur qui a un projet d'aménagement à l'intérieur du périmètre délimité écrit à la mairie pour lui demander de lui communiquer un projet de convention de projet urbain partenarial. Il ne reçoit pas de réponse. Il dit, voilà, moi je vais construire à l'intérieur du périmètre. Vous avez arrêté les modalités de réalisation des équipements, leurs coûts proportionnels aux aménageurs. Je vous demande donc de participer. Je vous demande donc de conclure la convention. Il dépose ensuite une demande de permis d'aménager. Le maire refuse de lui délivrer au motif que le dossier ne comporte pas de projet de convention de projet urbain partenarial. L'aménageur attaque ses décisions. Il en demande la suspension au juge des référés. Le Conseil d'État lui donne raison. Le Conseil d'État juge que le refus de la commune de proposer un projet de convention est irrégulier. Dès lors que la commune a délimité un périmètre de projet urbain partenarial, elle doit conclure une convention avec tous ceux qui vont aménager dans la zone en cause. Dans la prochaine vidéo, je verrai dans une section 3 les taxes sur les terrains devenus constructibles.